Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Marianne Bessette. Bonjour Marianne. Salut Alexandre. Ce matin, on apprend dans le journal qu'il y a une femme qui aurait tenté de kidnapper un enfant en bas âge jeudi soir, donc hier, tout près de la station du métro Baudry à Montréal. Ça s'est produit vers 19h20 environ dans la cour arrière d'un immeuble résidentiel sur la rue Montcalm à proximité de l'intersection de boulevard de Maisonneuve. Et selon les informations du journal, la suspecte aurait tenté d'enlever l'enfant qui se trouvait à l'arrière du bâtiment. Mais là, heureusement, il y a des voisins qui sont rapidement intervenus pour déjouer justement les plans de cette femme-là. Les voisins ont rapidement communiqué avec le 911 pour signaler l'événement et dès que les autorités en ont été informées, ils ont rapidement compris le sérieux de la chose. Ils ont fait des efforts pour faire des recherches intenses qui ont été entamées dans le secteur pour retrouver l'auteur de ce crime. Puis, les forces ont pu mettre la main au collet de cette femme dont l'âge n'a pas été précisé. 2 heures après les faits, elle devait être rencontrée par les enquêteurs au cours de la soirée. Puis l'enfant, en fait, on ne connaît pas le sexe ni l'âge exact. Ça n'a pas été révélé par les policiers, mais et également n'a pas été blessé. Quand même très important à savoir dans l'histoire. Donc, ça s'est déroulé hier soir. Ouais, en espérant que les policiers puissent mener l'enquête rapidement. Là, pour le reste, là, tout est bien qui finit bien, mais je retiens quand même qu'on est dans le coin, comme tu le dis, de la station Baudry. On est proche du centre-ville de Montréal, proche de nos studios ici. C'est un coin qui est rendu de plus en plus dur. Hein? Puis il y a des familles qui habitent encore à Montréal. On l'oublie, là, mais dans le centre-ville, puis dans des endroits comme ça, il y a des familles qui vivent. Puis là, il y a des enfants qui ont dit en arrière du bâtiment, est-ce que l'enfant ne faisait que jouer dehors? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Puis à ce moment-là, on a essayé de kidnapper l'enfant. C'est inquiétant. C'est inquiétante. Content que ce soit résolu de manière pacifique. Mais vraiment, c'est inquiétant. Moi, je ne voudrais pas avoir des jeunes enfants, sincèrement, si j'habitais dans le centre-ville de Montréal. C'est plate, là. Vraiment plate de le dire. J'adore ma ville, j'adore Montréal. Mais je serais tellement inquiet d'élever un enfant dans ce coin-ci. Tout savoir en 24 minutes. Dans les pages du Journal de Montréal ce matin, article de Nora Télamontagne, on parle des nouveaux chantiers dans la métropole qui ralentiraient non seulement les automobilistes, mais aussi les autobus de la STM. On rapporte que depuis 10 ans, les autobus ont vu leur vitesse chuter en raison justement de la multiplication des chantiers. Selon les données de la STM, les 2000 autobus du réseau ont roulé en moyenne 17 km/h en 2023. Puis en 10 ans plus tôt, c'était estimé à environ 18 km/h. Puis là, dit comme ça, 1 km/h, ça peut paraître assez minime sur un trajet, mais il faut savoir que tous les ralentissements vont engendrer certains délais pour les usagers et aussi des frais supplémentaires. Il faut dire aussi que la Ville a ajouté 203 km de voies réservées depuis 10 ans, des feux prioritaires à 639 intersections pour justement rendre les déplacements plus fluides. Puis même à ça, on a quand même remarqué une diminution de la vitesse des autobus dans la métropole qui serait causée par la multiplication des chantiers à Montréal. Ça entraînerait évidemment des longs détours et qui allongerait le temps de parcours nécessaire. Puis je pense à toi, Alex, cette semaine, quand dans ton automobile à 22h, tu étais pris dans le trafic, j'ai tout de suite pensé à toi à cette nouvelle-là. J'hallucinais, sincèrement. Et à cause des travaux, là, c'était des travaux qui fermaient presque l'entièreté des voies sur la rue Saint-Antoine, puis toutes les autos étaient coincées là. C'était comme un entonnoir. Personne n'était capable d'avancer, personne n'était capable de passer. Puis on se ramassait à faire la queue dans une rue à 10h30 le soir, un mercredi. Ce qui est complètement absurde, non? Puis c'est encore plus tragique pour les autobus. Je veux dire, être un automobiliste pas loin du centre-ville de Montréal, puis à Montréal tout court, tout le monde sait que c'est déjà le bordel. Ça, c'est connu, c'est accepté même. On sait, je dis accepté. On est résigné. Maintenant, on est conscient de cette réalité-là. Oui, puis on n'a pas le choix. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut changer avec tout ça. Mais quand ça se met à affecter le transport en commun, qui est supposé être l'alternative, là, on pousse de l'avant le transport en commun. Avec raison, c'est la bonne chose à faire. On veut... Si les automobilistes sont découragés, puis c'est pas censé être l'objectif, mais la conséquence de ça, positive, c'est censé être le fait qu'il y a des gens qui délaissent la voiture de plus en plus pour se tourner vers le transport en commun en se disant « Ah, c'est vraiment plus efficace ». Mais quand le transport en commun est pas plus efficace, quand même à grands frais, comme tu le dis, des voies réservées, des lumières, là, c'est la petite lumière qui devient blanche avant le reste du feu de circulation pour les autobus, c'est supposé accélérer la chose. Quand on apprend que dans le fond, tout ça, c'est peine perdue. C'est peine perdue à cause des travaux, puis qu'on n'est même plus capable de circuler
assez rapidement dans les autobus, mais on a un méchant problème. C'est une question d'efficacité. On a notre collègue Mario Dumont qui est en vacances en ce moment, qui a fait un petit statut, lui, là c'est pas les autobus, mais c'est du côté du REM. Il a fait un petit statut sur Twitter, pris une petite sortie de vacances pour dire que ça il a pris 1 heure s'acheter un billet pour le REM. S'acheter un billet, là, il a pas fait le trajet. Non, s'acheter un billet pour le REM, ça y a pris 1 heure. Je ne sais pas dans quel contexte, sincèrement, puis on n'ira pas déranger notre Mario National en vacances pour lui demander, mais c'est un exemple d'inefficacité d'un système de transport en commun, puis c'est plate, mais tant qu'on n'améliorera pas tout ça, ça ne va pas devenir une option qui est plus attrayante. On rate l'objectif d'améliorer là, les transports en commun puis de les rendre plus attractifs pour les gens. C'est vraiment dommage, puis ça revient encore, on la connaît, la cause, c'est travaux. Les C'est les maudits travaux à Montréal. Il me semble que j'étais petit, puis c'était un problème. Il me semble que je suis rendu un adulte, c'est encore un problème. Mm-hmm. Je sais pas quoi faire, puis à chaque fois qu'on annonce des... Là, tu sais, c'était les initiatives, on veut enlever les cônes oranges, puis là, les chantiers, quand il y a personne dessus, au bout d'une semaine, là, on va le fermer, là, ça va arriver super vite, puis ça avait été mis de l'avant en grande pompe par la ministre Guilbeault, puis par Mme Plante. Je les vois pas, les résultats de ça. Des chantiers vides avec personne qui travaille, me semble, j'en vois tous les jours. Il n'y aurait pas moyen, puis là, quand je suis pas un expert en construction, Marianne, puis on est vendredi, là, soyons indulgents, mais pensons à des solutions. Il n'y a pas moyen, mettons, avant d'ouvrir un autre chantier, de s'assurer d'en avoir terminé un. Au lieu de prendre la main-d'œuvre puis l'envoyer sur un autre, puis on peut pas mettre, je sais pas, le double de gens qui travaillent là, d'un coup. Je sais que ça se fait pas de même, mais d'un coup, là, sur un chantier, on le fait plus vite. Hein? On met le paquet, comme on dit. Fini le chantier, on le termine, on remballe tout ça, on va au prochain. On dirait qu'on fait juste ouvrir des nouveaux chantiers. On met des comptes, tout est là. Ouais, OK, le chantier est ouvert. Puis on fait rien dessus. Ben, on manque de main-d'œuvre. Oui, et pogné sur 50 autres chantiers qui avancent pas plus. Je sais pas. Regarde, moi, je veux juste trouver des solutions. On est là pour aider. Tout savoir en 24 minutes. Est-ce que tu as l'intention de partir en road trip cet été, Alex, ou peut-être te promener un peu là, à l'extérieur de Montréal, justement, pour éviter ces cônes oranges-là? Si je réussis à sortir, oui. Je pense que je vais aller me promener. OK. Bon, ben je sais pas si ça va t'enlever l'envie ou peut-être enlever l'envie de nos auditeurs ou téléspectateurs, parce que on apprend dans les pages du journal, les pages argent du journal, que cet été, les automobilistes vont pourraient payer leur essence à 1,85 le litre. Donc, on a Dan McTeague, on connaît très bien, qui est président de l'Organisme des Canadiens pour une énergie abordable, qui s'attend à quand même une augmentation de 10 sous avec l'essence à 1,85 au milieu du mois de juillet. On se rappelle que fin juillet, début août, c'est pas mal les vacances de la construction. C'est là où les gens partent en camping, vont sortir de leur ville pour aller visiter un peu plus ailleurs que leur ville ou leur ville normale, là, où ils habitent. Sortir de chez eux, Exactement. Voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc là, présentement, on a quand même pu remarquer une hausse de prix de l'essence aujourd'hui, surtout aussi à l'aube d'une longue fin de semaine de 3 jours. Et là, qu'est-ce qui expliquerait cette augmentation soudaine-là? Ça serait parce que le coût d'acquisition des essenceries a connu une hausse d'environ 2 sous. 2 sous par litre à Montréal et à Québec entre les journées de mercredi et de jeudi. Là, évidemment, pour garder la marge de profit intacte, les essenceries ont refilé évidemment cette hausse à leurs clients. Wow! J'ai envie de dire oui, j'y crois. Je vous jure, j'y crois à cette version-là. Tu sais, en ce moment, il y a des enquêtes qui sont lancées un peu partout, là, entre autres du côté de la protection des consommateurs, pour voir s'il y a de la collusion dans le milieu de l'essence, si cette espèce d'oligopole qu'ont les stations-service fait en sorte qu'on augmente le prix de l'essence artificiellement dans toutes sortes de contextes, parce que, je veux dire, ça s'est rendu jusqu'aux oreilles du ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui lui a demandé une enquête. Il y a le député de la Beauce, là, Samuel Poulain aussi, qui a vraiment poussé longtemps pour qu'on mène une enquête là-dessus. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus d'exemples. Vous êtes là, oui, mais là, c'est le raffinage de ci, de... Non, c'est une longue fin de semaine. L'essence d'été, mais l'essence non, c'est une longue d'hiver. fin de semaine. Soudainement, le prix augmente, comme à toutes les années, à toutes les longues fins de semaine. Cette fois-ci, c'est une excuse différente, on le jure. Non, là, regarde, je veux dire, faut pas nous prendre pour des caves, là, maintenant. J'ai assez hâte que ces enquêtes-là aboutissent pour qu'on soit capable d'avoir des conclusions réelles, parce que là,
dans le reste, tu sais, c'est des suppositions, ce que je vous dis en ce moment. Je n'ai pas de confirmation, je n'ai pas de source officielle qui me dise quoi que ce soit, mais c'est drôle. Chaque fois, c'est les vacances de la construction. Tiens, le prix de l'essence augmente. Surprise! Ah, une longue fin de semaine! Surprise! L'essence augmente. Non, regarde, je suis tanné, puis je suis tanné pour les gens, là, justement, qui veulent se faire, eux autres, des bien plus longs road trips que ce que moi, je peux me planifier pour cet été, parce que c'est vrai que ça va coûter une beurrée. Tout savoir en 24 minutes. Ça a quand même brassé pas mal dans les écoles cette année. Puis tu vas voir, Alex, aujourd'hui, on va quand même beaucoup parler de violence. Là, c'est pas de violence, pardon, mais d'éducation parce que c'est un sujet qui est beaucoup abordé dans les journaux ce matin. Et là, aujourd'hui, on parle de violence. Dossier intéressant dans le Journal de Montréal, encore une fois, par Frédéric Giguère. On rapporte qu'il y a eu une prise de conscience sociale en ce qui concerne les incidents violents, même si ça n'a pas été vraiment de tout repos là, dans cette année scolaire qui se termine pas mal là. Il y a Éric Gingras, qui est président de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ, qui sent que les gens, autant la politique que les directions, sont beaucoup plus sensibilisés au problème de la violence dans les écoles. On n'a pas encore de chiffres exacts entre les mains, mais selon les syndicats qui ont été sondés par le journal, on semble avoir eu une diminution des événements violents dans les établissements scolaires depuis le mois de septembre, mais nous, on anticipe plutôt une hausse parce que juste si on regarde les événements qui ont fait l'objet plutôt d'une couverture médiatique, on dénombre au moins une quinzaine d'incidents violents survenus depuis le début de l'année aux abords des écoles du Grand Montréal. Puis là, le plus récent remonte à lundi. Lundi, il y a un ado de 12 ans qui a été poignardé, un autre de 17 ans pour une chicane de vélo à l'école Calixa à la Vallée dans Montréal-Nord. Puis vous pouvez aller voir dans l'article de Frédéric Giguère, là, à la toute fin, elle a dressé une liste plus complète des 15 événements qui ont été couverts par les médias pour l'année scolaire 2023-2024. On parle en général de bagarres, de confinement également et d'agressions physiques. Ouais, puis c'est une question que je me posais moi-même le plus tôt ce matin, à savoir, c'est-tu vraiment la violence qui augmente ou parce que on dirait, je me souviens moi de bagarres puis d'altercations, d'échauffourées quand j'étais au secondaire, quand j'étais au primaire, je veux dire ça se battait, ça se caltaillait, une couple de claques à la gueule l'un et l'autre, puis je veux dire c'était pas toujours beau à voir, mais c'est vrai que le nombre d'incidents médiatiquement qu'on rapporte, sont filmés maintenant, peut-être que ça contribue, mais avec des couteaux, là. Puis là, un autre jeune qui se fait frapper aux jambes avec un marteau, qui pourrait ne plus être capable de marcher. Tu sais, des incidents graves là, qui pourraient coûter la vie à du monde. Tu sais, nommer la chicane de vélo. Je veux dire, il y a un jeune, il y a 12 ans, il y a un couteau. Qu'est-ce qu'un jeune de 12 ans fait avec un couteau? À l'école. À l'école, mais je veux dire, tout court. Qu'est-ce qu'un jeune de 12 ans fait avec un couteau, à part si c'est pour couper son steak? Je veux dire, il n'y a aucun besoin d'avoir une arme blanche là, pour un jeune comme ça. Je veux dire, 12 ans, un enfant comme ça, avec une arme blanche, ça me fait peur. Puis c'est quelque chose qu'on voit en augmentation. Le Félix Séguin, qui est notre grand journaliste, grand expert, entre autres, mais de tout ce qui est crime organisé, violence et autres, il le voit aussi. Là. On en parlait hier dans le dernier épisode. Expliquait, il me semble, c'est à chaque fois qu'on voit, il y a eu une altercation à Montréal-Nord, il y a eu une altercation dans une école, le terme, le mot qui est en fil d'Ariane, qui relie tout ça tout le temps, couteau. Couteau, couteau, couteau. Poignardé, arme blanche. Ça revient constamment. C'est peut-être ça, moi, je pense qu'il faudrait commencer à regarder. Parce que de la violence, il va toujours en avoir. Il va toujours avoir des jeunes qui vont se donner des tapes à la gueule. Mais quand il y a des armes impliquées, là, on rehausse d'un cran tellement plus élevé là, dans l'escalade, je trouve. Donc, peut-être pour moi, c'est là-dessus qu'on devrait commencer à enquêter. J'ai hâte de voir le reste des conclusions des syndicats. Tout savoir en 24 minutes. Toujours en éducation, mais cette fois-ci dans le devoir, il y a des enseignants qui déplorent la présence généralisée de souris, de rats et de coquerelles dans plusieurs écoles de Montréal. Est-ce que tu en as eu, toi? Est-ce que c'était tes compagnons de classe quand tu étais à l'école? Non. J'ai jamais eu de vermine dans mon école. Ou du moins, tu sais
tu savais pas s'il y en avait, là, mais... J'espère que... Écoute, j'ai jamais vu de coquerelle. Je veux dire, le casier de mon voisin de casier, on le salue, est absolument ignoble et infect. Donc, peut-être qu'il y avait des coquerelles là-dedans, mais même là, ça j'en ai jamais... Ça s'est pas rendu jusqu'à ta case. Ouais. Ça s'est pas rendu jusqu'à mon casier, mais il y en avait pas. Même dans ces instances-là, j'en ai pas vu. C'est sûr que quand on arrive en fin d'année scolaire, comme aujourd'hui, c'est tous les bilans ressortent, hein, qu'ils soient la violence ou la vermine. Nos écoles, il y en a plein. Ben là, on parle aussi de dépenses en services d'extermination qui ont gonflé dans les dernières années. Pour ce qui en est des facteurs en cause, justement, de l'augmentation de cette vermine-là, on parle du temps clément qui a marqué le dernier hiver, les options limitées dans les poisons qui peuvent être utilisés contre la vermine. La Ville de Montréal a banni en 2022 l'utilisation de certains pesticides qui sont utilisés pour empêcher les rats et les souris d'entrer dans les bâtiments, mais ça a forcément contribué quand même à une croissance du nombre de ces animaux dans les écoles. Donc là aussi, en février 2023, l'administration de Valérie Plante a retiré un poison à rats de la liste des produits qui étaient bannis, mais il y a des exterminateurs qui ont été contactés par le Devoir et qui ont constaté que son efficacité, c'est pas super. Là. Puis dans les autres causes, on parle aussi de la grève des enseignants. On l'oublie, mais ça a quand même eu lieu au mois de novembre. Ça a laissé les classes vides pendant plus d'un mois à partir de la fin du mois de novembre. Ça aurait contribué, en fait tout ça, là, ça aurait contribué à la multiplication du nombre de rats et de souris dans les écoles de la métropole. Puis je te parlais de dépenses un peu plus tôt, mais il y a le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois qui a investi 494 553 $ dans des services d'extermination et de contrôle de parasites pendant l'année scolaire qui se termine là. C'est un montant... Un demi-million, là. Oui. C'est 72% plus élevé que la somme qui a été allouée l'année précédente. On parlait de 287 554 qui ont été investis et en 2019, c'était environ 60 000. Wow! Écoute, je suis saisi par les statistiques. Tu vois, là, c'était pas une nouvelle qui m'était étrangère, mais un demi-million pour un centre de services scolaires juste en exterminateur. Je pense que la conclusion, c'est, mesdames et messieurs, si vous êtes à la maison des parents, peut-être que c'est une avenue que vous pourriez orienter votre enfant. Hein? Deviens exterminateur ou exterminatrice, mon amour, mon chou. Ça va être bon dans le futur. Ça, c'est un emploi qui a de l'avenir, exterminateur. Hein? On ne semble pas être capable de gérer les populations là, de créatures nuisibles en ce moment. Ça risque de continuer les prochaines années. Je veux dire, New York ont dû se doter d'une politique tellement agressive sur la gestion des rats parce que c'était rendu le bordel. Chaque fois que tu ouvres un chantier, chaque fois que tu ouvres un réseau d'égouts pour aller faire des travaux, ça sort de partout. Fait que là, moi, je m'inquiète de voir que c'est peut-être vers ça qu'on s'enligne à Montréal. Ça fait des années, puis feu monsieur là, Harold Lévy, qui était un exterminateur, son fils Nathaniel continue à faire toutes sortes d'interventions médiatiques. On reçoit ici. Mais Harold Lévy, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, venait souvent nous parler ici à Cube et dans les autres médias des rats. Puis il y avait un langage, puis une verve là, tellement intense chaque fois qu'il parlait des rats, puis il disait... On peut en exterminer autant qu'on veut. S'il en reste quelques-uns, ils remonteront à plusieurs millions en quelques années. Il nous disait quelque chose du genre avec sa voix là, qui marquait toujours l'imaginaire. Moi, j'ai toujours me souvenir de ce que disait M. Lévy sur ces vermines-là. Si on n'agit pas en amont, on va en avoir 3, 4, 8 fois plus dans pas long. S'ils se rendent jusque dans les écoles, s'ils se rendent jusque dans les CHSLD, parce que ça aussi, on en a parlé pas mal, si les vermines se rendent jusque dans les blocs opératoires, dans les hôpitaux aussi, je trouve que c'est mauvais présage quand même là, pour la suite des choses. Tout savoir en 24 minutes. Fin juin égale fin d'année scolaire égale examen à l'école. Pour certains élèves, c'est même aussi la période d'examen du ministère. Puis tu sais, d'habitude, les examens du ministère, là, c'est la chose qui était super importante, autant pour les élèves que pour les professeurs. Il y a tellement de règlements qui sont stricts par rapport à ça, pour pas qu'il y ait un élève qui mette la main sur un examen, qu'il le revende ensuite par la suite à d'autres élèves. Oui. En tout cas, c'était de même dans mon temps. Je pensais jamais dire un jour à la radio, dans mon temps, à moi, à l'autre j'ai en bas de 25 ans. Mais là, cette année, ça a vraiment été fait différemment, OK? Parce que 2 jours avant l'épreuve de sciences, le ministère de l'Éducation du Québec a envoyé un courriel à l'ensemble des centres de services scolaires pour, attention, vérifier les enveloppes qu'ils ont reçues.
mais d'attendre la veille de l'épreuve pour le faire parce qu'il y aurait eu des versions anglaises qui auraient pu se retrouver dans les boîtes de l'épreuve de sciences et technologies de la 4e secondaire. Ça, c'est ce que révèle un dossier de la presse. Malheureusement, c'était impossible de connaître les écoles qui étaient touchées par ça. Donc là, on a demandé à ce qu'on ouvre les enveloppes la veille plutôt qu'à l'heure même où l'examen devait commencer. Puis là, c'est pas tout. Quelques heures après la fin de l'examen de sciences de mercredi, il y a un deuxième courriel du ministère qui a été envoyé au centre de service scolaire, encore une fois, mais cette fois-ci parce qu'il était question de l'assemblage des cahiers d'examen. Oui, un extrait du courriel dont, évidemment, la presse a pu obtenir une copie. On dit que certains cahiers de la section A de l'épreuve de sciences auraient été mal assemblés par leur imprimeur, faisant en sorte que les questions 6 à 15 n'auraient pas été dans le bon ordre. OK, mais ça a des répercussions quand même importantes, là, tout dépendamment du nombre d'examens qui ont été imprimés comme ça peut être compliqué à corriger un peu après. Oui, exactement, tout à fait. Oh wow, OK, mais je veux dire, c'est cafouillage, là, c'est le genre d'erreur, je pense, qui va arriver, mais qui pourrait avoir pas mal plus de conséquences qu'on le pense. Là, on se prépare tellement, tu te rappelles, au secondaire, on se prépare tellement pour les examens du ministère. 4, hein, ça? Oui, exactement. Secondaire 4 pour sciences. En fait, secondaire 4, c'est l'année la plus grosse pour l'examen du ministère. Tu as les mathématiques, tu as les sciences. C'est pour l'application après ça, pour aller dans les cégep et tout. OK, oui, c'est ça, pour les programmes. C'est super important. Là, les élèves se préparent d'avance. Puis là, imagine, à la veille de l'examen, les professeurs apprennent que c'est soit pas dans la bonne langue ou encore mais que les questions sont pas dans le bon ordre. Ils en mangent cher, hein, nos élèves au Québec. J'ai goût de le dire, là, comme ça, là, tu viens de nous passer 3 belles nouvelles. C'est peut-être la plus rigolote puis la plus drôle d'entre les 3. Peut-être la moins grave aussi, là, je veux dire. Je pense pas qu'ils vont faire couler personne parce qu'eux-mêmes, au ministère, ont mal assemblé les examens. Mais là, tu te prépares comme un fou, ton examen t'arrive, il est pas assemblé comme il faut, tu vas être tout confus dans tes questions, il y a des rats qui courent entre tes pattes de chaise à l'école, il y a de la violence. T'as une coquerelle qui passe sur ton bureau. Heureusement, si une coquerelle ou un rat, tu peux sortir ton couteau de ta poche pour éviscérer le rat. C'est sûr, il y a beaucoup d'élèves qui ont des couteaux. Un élément essentiel de son voyage à l'école. Non, je trouve nos jeunes en mangent cher. Puis après ça, t'ajoutes à ça la grève, t'ajoutes à ça la pandémie, t'ajoutes à ça... Ça devient vertigineux. Là, on en a parlé beaucoup des impacts que ça peut avoir sur notre jeunesse puis dans le système d'éducation. Je trouve que quand vient l'heure des bilans comme ça, un 21 juin, c'est rarement resplendissant. Ouais, la chaleur, ajoute la chaleur. Hein, on va pas mettre de climatiseur dans les classes. Non, madame, c'est bien trop compliqué. Voilà, c'est nos jeunes qui en mangent cher. J'ai promis de pas être cynique cet été. J'ai fait ça. Hein. On peut faire une exception aujourd'hui, là, c'est vendredi. C'est la première semaine. Je me fais achever heureusement, on parlera plus d'éducation presque cet été. Regarde, en tout cas, on espère. Hein? Regarde, c'est mal parti pour l'instant. C'est la seule fois où je suis à ce sujet-là, je vous le promets. Tout savoir en 24 minutes. Je termine avec une petite nouvelle politique au sujet de la campagne à la direction du Parti libéral du Québec. C'est aujourd'hui. Enfin, certains diront qu'on va savoir si oui ou non Denis Coderre va annoncer officiellement s'il se lance ou non dans la chefferie, dans la course à la chefferie. Et là, il y a plusieurs médias, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il se lance à la course à la chefferie? Est-ce que ça fait genre 2 mois ou 1 mois qu'il a annoncé là, à tous les médias, réservez votre vendredi 21 juin, là, j'ai une annonce importante à faire. Je pense que quand tu as une annonce importante à faire, c'est pas... Après avoir fait Compostelle, gang, finalement, ça me tente pas. Bonne journée. C'est sûr qu'avec tout l'engouement qui a été mis avec cette journée, ça serait quand même surprenant que Denis Coderre ne se présente pas. Il va se présenter. On vous le confirme tout de suite, là. Il va se présenter. Exactement. Donc, je rappelle que c'est l'ex-maire de Montréal et il est aussi ancien ministre fédéral. Il a l'intention de se présenter dans Bellechasse, dans la région de Chaudière-Appalaches, aux prochaines élections. Comté qui est actuellement détenu par la CAQ avec la députée Stéphanie Lachance. Donc, c'est une annonce qui est très attendue aujourd'hui. Là, est-ce que, Alex, tu crois que Denis Coderre, ça va marcher? Ben, c'est sûr qu'il se présente à un bon moment. Là. Il y a juste Frédéric Beauchemin, un député actuel du PLQ, qui est là en place. Puis Carl Blackburn qui a dit qu'il n'allait pas se présenter la semaine dernière. On a connu un diagnostic de cancer aussi. Oui, absolument. Donc, on se comprend, là, M. Blackburn a d'autres chats à fouetter, là, malheureusement, en ce moment. Mais on le sait, le Charles Milliard est en réflexion. Il y a Antoine Tardy aussi, là, le maire de Victoriaville, je pense, qui est en réflexion lui aussi.
ça va prendre une course saine, ça prend le plus de candidats possible. Monsieur Coderre, je pense qu'il s'annonce un bon moment où il y a juste Monsieur Beauchemin qui a à peine d'appui, bien malheureusement pour lui, en ce moment. Donc, s'il se ramasse tout seul à proposer des idées, peut-être que ça va redonner un momentum à son espèce de pré-campagne qu'il avait faite là, déjà auparavant. Il a fait un espèce d'effeuillage de mesures. Mais je pense que M. Coderre là, se relance sur quelque chose qui va être complètement au contraire des autres. Là. Je comprends qu'il s'en va dans Bellechasse puis que sa nouvelle stratégie, c'est lui, là, hey, la CAQ a niaisé avec le troisième lien, moi, moi le faire. Pour vrai, le troisième lien autoroutier, pour moi, c'est comme... C'est tellement un dossier misérable. Sérieusement, la CAQ s'est comme acharnée dessus, elle a décidé de tuer le projet, elle a décidé de dire « OK, mais finalement, là, parce qu'on vient de perdre des élections dans le coin de Québec, là, des élections partielles dans Jean Talon, on va demander à CDPQ Infra là, de revoir le tramway puis de vérifier des études de faisabilité. Puis ça fait des années qu'ils parlent de leurs fameuses études qu'ils veulent jamais montrer sur le troisième lien. On n'a aucune idée. Là, ils ont enfin des experts indépendants qui se présentent, qui étudient la chose, qui disent ça prend ça comme réseau de transport, ça prend un tramway, regardez, on le réduit pour pas que ça soit aussi cher. Voici nos plans, voici nos devis. Puis le troisième lien autoroutier, on l'a étudié. Sérieusement, on est un groupe d'experts sérieux. On dit que c'est une mauvaise idée, ça va rien changer, l'achalandage va pas changer, ça va coûter des milliards pour rien. La CAQ fait « Ouais, ben votre avis, vous savez quoi? Dans le fond, on n'en a rien à cirer, on va le faire pareil. » Ça donne quoi d'avoir branlé dans le manche pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois pour ça? Tout ça pour ça. C'est tellement ridicule. Puis là, M. Coderre décide lui aussi d'embarquer là-dedans parce qu'il veut aller essayer de gagner. Ben, je trouve ça pathétique un peu, là. Je comprends sa stratégie politique, puis ça va peut-être payer. Là. Ah oui, OK, je vais aller. Les électeurs dans Bellechasse sont pas contents de la CAQ. Je vais aller leur proposer le même projet, puis je vais aller me faire élire dans ce coin-là. Pour le reste du Québec, je suis pas sûr que c'est une stratégie gagnante. Je suis pas sûr que le reste du Québec est bien, bien content de ce genre de décision-là. Quand on demande à des comités d'experts pour évaluer des choses, on respecte ce que les comités d'experts disent. On va pas complètement au contraire de ça. C'est ça. Après ça, je veux dire, on a entendu la CAQ hurler pendant des mois et des mois et des mois de pandémie. Écoutez la science, on suit la science, on écoute la science. C'est la science qui nous dit de faire ça. Là, la science leur dit, faites pas ça. Ouais, on va le faire pareil! Puis là, M. Coderre, lui, regarde tout ça et il dit, ça, c'est une stratégie politiquement payante. Moi, je suis sceptique. S'il vous plaît, Marianne. Marianne, c'était le tour des unes ce matin. Merci. Merci à toi.